Nadine, qui va revenir sur la question, éducative, donc penser en fait l'émergence à travers le prisme éducatif à partir d'une notion dont je voudrais bien voir l'usage ici, la notion de performativité. Voilà. Je commencerai par saluer l'assistance et exprimer le plaisir qui est le mien de faire partie de cette aventure intellectuelle. Merci. Mon thème s'intitule Le prisme éducatif comme dynamique de l'émergence entre l'Asie et l'Afrique, une dialectique de l'apport performatif de la francophonie en matière d'éducation. Cette communication se fonde sur trois constants. Le premier note les échanges économiques conséquents entre l'Asie et l'Afrique. Voilà, vas-y. Le premier note, n'est-ce pas, des échanges économiques conséquents entre l'Asie et l'Afrique. Trois facteurs expliquent la densité des dix échanges aujourd'hui. C'est d'abord la fin de la guerre froide et la poussée du capitalisme. C'est aussi la consécration des pays émergents à travers le BRIC et plus tard le BRICS. Et c'est enfin, et peut-être même surtout, l'apologie de la coopération sud-sud à travers les initiatives comme le TICAD. Le deuxième constat observe qu'en dépit du déploiement économique entre les deux aires géographiques, c'est-à-dire l'Afrique et l'Asie, les pays africains, notamment les pays francophones, ont du mal à émerger. Le troisième constat, quant à lui, remarque que cette situation est sans doute due au fait que l'émergence est appréhendée sur des bases économiques et quantifiables. Produit intérieur brut, flux internationaux des capitaux, par exemple. Or, en observant et analysant le quotidien, n'est-ce pas, des Africains, on se rend compte que des problèmes endémiques y sont patents. Malgouvernance, corruption, népotisme, gestion patrimoniale des affaires publiques. Et c'est dans cette logique qu'il nous a semblé nécessaire de prendre en compte les aspects non tangibles de l'émergence. D'où l'intérêt de penser justement à l'émergence sous le prisme éducatif, car l'éducation induit, outre les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. Et c'est aussi dans cette perspective que l'apport de la francophonie dans cette dynamique Asie-Afrique peut s'apprécier, notamment sous le prisme éducatif. Sous le prisme performatif, je vous en prie. La perspective analytique est réflexiviste. Pourquoi le réflexivisme? C'est d'abord la logique de Keohane qui nous a intéressés, parce qu'il estime qu'il est intéressant de prendre en compte les variables comme les valeurs et les identités dans l'élaboration des problématiques internationales. Jean-Jean Roche aussi, pour lui, le réflexivisme est une théorie percée en relations internationales qui appréhende ou bien qui essaie de mettre à jour comment un problème est perçu par un acteur particulier. La logique de Braspeni nous a semblé également très, très, très pertinente parce que pour lui, la théorie réflexiviste privilégie l'herméneutique dans l'élaboration du sens. Alors, postuler la francophonie comme un acteur performatif, on est là en plein dans l'interprétation, puisqu'il est question de questionner les textes francophones. La posture méthodologique est qualitative. D'abord, pourquoi? Parce qu'elle considère les faits sociaux comme des configurations de signification, mais aussi parce qu'elle estime que la recherche du sens peut s'orienter vers l'implicite et le non-dit lorsqu'il fait sens. Cela dit, cette communication s'appuie sur deux axes essentiels. Le premier s'intéresse aux dynamiques entre l'Afrique et l'Asie à travers une lecture des 10 échanges. La deuxième articulation met en avant le rôle que joue et peut jouer la francophonie en matière d'émergence. Alors, le premier point de dynamique entre l'Afrique et l'Asie qui met en lumière le foisonnement des échanges entre les deux continents a essayé de trouver des éléments qui justifient justement, n'est-ce pas, ce déploiement des échanges entre les deux continents en s'appuyant sur la taxinomie de Clark, de l'économiste Clark. Il s'agit de secteurs primaires, de secteurs primaires, secondaires et tertiaires, et aussi du secteur quaternaire, même si ce secteur reste le parent pauvre de cette dynamique, parce qu'on note quand même
un retard dans le transfert des technologies, puisque l'Afrique reste quand même assez dépendante l'Afrique reste dépendante de certains domaines. Il y a les voitures, le transfert technologique, dont le secteur quaternaire, lui, reste quand même pauvre. Analyser ces échanges entre l'Asie et l'Afrique, c'était aussi s'intéresser aux retombées. Et dès qu'on s'intéresse aux retombées, tout à l'heure, les panélistes ont insisté sur l'importance d'observer cette dynamique par le bas, ne pas seulement rester au niveau étatique. Et justement, comme j'ai évoqué tout à l'heure, lorsqu'on s'intéresse au quotidien des Africains, comment ça se passe dans les pays francophones, le résultat n'est pas très reluisant. Comme on a dit, c'est la pauvreté, c'est le chômage, les conditions déplorables de vie. Et c'est donc tout l'intérêt pour nous de penser l'émergence autrement. La deuxième articulation de notre propos, intitulée « La francophonie, pilier de l'émergence entre l'Asie et l'Afrique, l'éducation comme paradigme structurant », s'intéresse en premier lieu à l'éducation aux données non tangibles de l'émergence, en reconnaissant la dimension purée de l'éducation, savoir, savoir-faire et savoir-être. Ces données sont pour nous les valeurs humaines et éthiques que sont l'empathie, l'action juste, les qualités d'un bon leader. Alors, qu'est-ce qu'un bon leader? Un leader efficace, c'est un leader qui est, entre autres, capable de fédérer un groupe autour d'une vision, capable d'établir une relation de confiance mutuelle par le respect et l'exemplarité. Et un bon leader est humble. Un bon leader doit savoir qu'il a une durée de temps limitée. Or, nous savons tous les problèmes qu'on a dans nos pays africains, notamment les pays francophones, avec les problèmes liés à, comment dire, on parle du problème politique de présidents africains qui durent au pouvoir. Oui, c'est un problème très, très, très patent en Afrique francophone, où on insiste chaque jour, on déplore la longévité au pouvoir, c'est le thème que je cherchais, merci, la longévité au pouvoir des présidents africains. L'ultime analyse s'intéresse à la francophonie comme un acteur performatif en matière d'émergence. Le postulat de base de la performativité, c'est la croyance au pouvoir des mots. Pour Wittgenstein, la principale fonction du langage n'est pas d'exprimer la pensée. Le langage est essentiellement un moyen d'agir. Quant à Austin, dire, c'est faire. La langue contient pour lui une part indéfectible d'implicite et à travers elle, on peut découvrir ce qu'on peut accomplir par la parole. Selon Jérôme Denis, le nouveau visage de la performativité se décline en une triade comprenant la nature collective des énoncés performatifs, la dimension matérielle de la performativité et le principe de réalité. En faisant une petite analyse sur ces nouveaux visages de la performativité, on constate que la nature collective des énoncés francophones est un tremplin à la promotion de l'émergence, car ils ne sont pas tenus par des êtres solitaires. Mais aussi, l'énonciation performative est à la fois résultat et source d'un engagement. Enfin, les pratiques de lecture et de relecture des textes officiels de la francophonie participent à l'acte performatif. La dimension matérielle est aussi un moyen d'éducation pour la francophonie. L'accent à ce sujet est porté sur le support de l'acte performatif, car la force performative d'un énoncé ne tient pas uniquement au pouvoir grammatical, n'est-ce pas, des mots qui structurent l'énoncé, elle doit aussi beaucoup aux caractéristiques formelles et matérielles des objets qui façonnent l'énoncé. À ce titre, on sait par exemple qu'une charte est un document juridique qui permet à une organisation d'éditer ses règles fondamentales. Alors, dans cette dialectique de l'apport performatif de la francophonie en matière d'éducation, on peut lire dans la charte de 1997 que la francophonie est soucieuse, bien que l'idéal francophone, n'est-ce pas, est celui de la liberté et des droits de l'homme, de la démocratie et du développement durable. Du développement par le progrès. Je pense que c'est ça. Du développement et du progrès, merci. Le principe de réalité, enfin, est une caractéristique essentielle de cette éducation à la performativité. Ce principe souligne l'aspect situé de toute action performative.
La performativité est conditionnée par des épreuves de réalité. Les enjeux de l'émergence qualitative, par exemple, l'amélioration des conditions de vie des populations, l'équité dans la gestion des affaires publiques. C'est parce que ces épreuves de réalité peuvent échouer et que leur échec aura des conséquences importantes que des énoncés peuvent prétendre à la performativité. Le principe de réalité donne finalement à la performativité une vision ponctuelle d'un problème. Il va sans dire que l'émergence reste quand même une préoccupation patente de nos pays francophones. Telle est présentée de manière succincte la quintessence de cette communication. On peut au finish retenir 3 idées essentielles. Nonobstant la densité des échanges entre l'Asie et l'Afrique, l'émergence est loin d'être manifeste, notamment dans les pays francophones d'Afrique. Vu les écueils patents en matière de gouvernance dans ces pays, il est nécessaire de prendre en considération les facteurs non tangibles de l'émergence, comme les valeurs et le leadership. En s'adossant sur la méthode qualitative et la théorie réflexiviste, nos analyses soulignent que la francophonie est un acteur performatif qui pourrait être le porte-fanion de cette éducation aux facteurs non tangibles de l'émergence sur la scène internationale, en mettant justement l'accent sur l'infrastructure humaine. C'est un concept que j'ai expliqué ce matin pendant les échanges. Je vous remercie.